Carlos Alcaraz domine largement Jannik Sinner et remporte son 6e Grand Chelem déjà à 22 ans, son 2e US Open. Il est un funambule, un artiste total avec sa raquette, un magicien. Quand il évolue à ce niveau-là, les simples mortels ne peuvent que poser la raquette et admirer. Bon, on est à 7 victoires sur les 8 derniers matchs contre Jannik Sinner. Il y a beaucoup de chiffres qui s'entremêlent forcément là ce soir après cette victoire de Carlos Alcaraz à l'US Open. Il récupère surtout sa place de numéro 1 mondial qu'il avait quitté il y a 2 ans, quasiment exactement. C'était il y a 2 ans précisément. C'est le 2e Grand Chelem de la saison pour Carlitos. Sinner et Alcaraz se sont partagés les 4 grands chelems en 2025 et se sont surtout partagés équitablement les 8 derniers grands chelems. Donc on a une domination qui est ultra écrasante et je le comprends bien, pour certains peut-être un petit peu trop. Je sais que certains d'entre vous aimeraient avoir un 3e homme, un Novak Djokovic de 21, de 22 ans qui viennent s'immiscer dans cette domination totale de ces deux gars-là. Je crois pas. Je pense pas qu'on la verra, cette émergence d'un 3e larron, en tout cas pas dans la génération qu'on connaît actuellement, hein, les Shelton, les Rune, etc. J'ai beaucoup de mal à y croire. C'est marrant parce que c'est un match qui m'a fait penser un petit peu, pour les connaisseurs des duels entre Sinner et Alcaraz, à la demi-finale à Indian Wells en 2024. On avait des airs de ce match-là, et j'ai beaucoup lu d'ailleurs sur les réseaux et dans les réactions là pendant le match. J'étais intrigué de voir les réactions des gens qui disaient ils n'arrivent pas à bien jouer ensemble, mais ça en réalité on commence à le comprendre maintenant, c'est induit par leur match-up, c'est induit par la dynamique et par la vitesse à laquelle ces deux joueurs jouent, c'est aussi induit par les aléas structurels de Carlos Alcaraz, même si je trouve qu'il arrive de plus en plus à les gommer. Il reste vraiment concentré, il reste très compact dans ses micro-temps faibles. On en a vu très peu sur ce tournoi de l'US Open, et en fait le match avec Jannik Sinner, il est très dépendant du niveau max de Carlos Alcaraz. S'il est capable de convoquer ce niveau max pendant, allez, le premier set, vous avez vu, c'était incroyable. Le 3e set aussi, pareil, avec sa réaction suite à la perte de la 2e manche. Quand il est capable de faire ça, il est intouchable. Et en fait, ça va trop vite. C'est un tennis qui va trop vite pour, humainement, qu'on ait les deux qui jouent très très bien ensemble pendant des heures et des heures. Ce qu'on a eu à Roland-Garros, c'est aussi parce qu'on était sur terre battue et on a un peu plus le temps de développer son jeu. Bon, on perd pas plus de temps, on passe à la sponsor de la vidéo et on se retrouve pour le gros débrief de cette finale. CyberGhost VPN est le partenaire de cette vidéo. Vous le savez, CyberGhost VPN s'est imposé comme le VPN le plus populaire du marché, avec 38 millions d'utilisateurs au quotidien et des avis dithyrambiques sur Trustpilot. Au niveau de la sécurité, votre internet est une passoire naturelle, et un VPN vous permet de sécuriser votre flux à 100% en bloquant toute tentative d'exploitation de vos données et en bloquant tous les regards indiscrets. En un clic, vous pouvez modifier votre localisation en ligne vers les États-Unis, le Japon ou tout autre pays, ce qui est super pratique pour débloquer les contenus géolocalisés de plus de 40 plateformes de streaming différentes comme Netflix, Amazon Prime ou Disney+. En changeant de pays, vous pouvez réaliser de sérieuses économies sur vos abonnements, sur vos réservations en ligne, sur vos billets d'avion par exemple, et aussi accéder à du sport gratuitement en cette période très riche en événements sportifs. En 2 clics, les sites bloqués en France redeviennent accessibles grâce à CyberGhost VPN, comme la France qui a bloqué l'accès à certains sites pour les grands il y a quelques semaines. Ne subissez plus ces blocages intempestifs tout en gardant votre activité privée et sécurisée. L'autre kiff avec CyberGhost VPN, c'est qu'avec un seul abonnement, tu peux sécuriser jusqu'à 7 appareils en même temps, donc tu peux clairement faire croquer tes amis et ta famille. Grâce à mon lien dans la description, je t'offre une réduction de 83% sur l'abo et tu obtiens également 4 mois gratuits avec une garantie de remboursement de 45 jours et un accès au support client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu peux essayer CyberGhost VPN sans aucun risque. Alors un grand merci à CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo, de me permettre de continuer à vous proposer ce type de contenu, et en souscrivant à un abonnement chez eux, vous soutenez activement Service Volé. Allez, on retourne à la vidéo. Allez, retour à la vidéo et on commence avec un petit mot rapide sur le tournoi avant de disséquer un Sinner Alcaraz et de parler au niveau tactique de ce qui s'est passé sur cette finale. Déjà, moi je trouve qu'on a vécu une première semaine plutôt sympa. Chez les hommes, avec la next gen qui nous a régalé, avec Rune qui sort très tôt, en fait pas mal de défaites décevantes, pas forcément surprenantes vu qu'on connaît le pédigré de ces joueurs-là, les Medvedev, les Tsitsipas qui sont dans un énorme creux de la vague, mais par contre, il faut le dire, on va être honnête, la 2e semaine, elle a été moribonde, elle a été dégueulasse. On n'a pas eu un match correct quasiment à se mettre sous la quenotte. Heureusement que Félix Auger-Aliassime nous sort de très gros matchs. Il a fait une superbe demi-finale. C'est lui peut-être le gars chez les hommes qui ressort du lot. Mais chez les mecs, en fait, on attendait la finale. Voilà, sur la 2e semaine, on n'a pas eu un match vraiment accroché, vraiment tendu, où on a vibré. Moi, le match
peut-être qui m'a le plus fait vibrer, je dirais que c'est le Bublik Paul. Donc ça commence à remonter. Par contre, chez les femmes, on a eu un super tournoi. Et en fait, depuis 2 ans, c'est surtout le tennis féminin, je trouve, qui porte les grands chelems avec de superbes histoires. Là, c'était Anisimova, Osaka. On a eu les joueuses tchèques avec Krejcikova. J'ai adoré ce scénario-là contre Townsend. Mourova aussi, qui m'a particulièrement régalé. Mais en fait, le tennis masculin, aujourd'hui, il est trop déséquilibré. Il est beaucoup trop déséquilibré pour son propre bien. Et je trouve, alors vous me dites si vous partagez cette opinion, mais je trouve qu'on manque d'un deuxième rideau. De joueurs qui seraient entre la 5e et la 12e place, en fait non, entre la 3e et la 12e place, qui pourraient vraiment regarder droit dans les yeux Sinner et Alcaraz. Alors pas forcément les battre, peut-être gagner, je sais pas, 3 fois sur 10, mais ressentir un sentiment de danger, de menace. Là en fait on a l'impression que c'était une procession jusqu'à la finale. Donc ma note de ce tournoi c'est 5 sur 10. Je veux bien la vôtre dans les commentaires. Allez, honneur au vainqueur, on va parler de Carlos Alcaraz maintenant. Alors que dire de ce match? Que dire de cette quinzaine époustouflante? Il aura perdu qu'un seul set contre Yannick Sinner là sur le deuxième set de cette finale. Pour moi, je vous le dis, ça fait un certain temps que je regarde du tennis. C'est un authentique génie. Je crois que c'est l'un des 3 génies de l'Air Open avec McEnroe, Federer et Carlos Alcaraz. Pour moi, il y a une filiation en termes d'esthétique, en termes de créativité, en termes d'invention, de coups, en termes de facilité technique, gestuelle. Alors, McEnroe avait une gestuelle très, très spécifique, mais là, on a vu encore, on va en parler d'ici quelques minutes, il y a du Federer dans Carlos Alcaraz. Un peu plus bas, un peu plus tonique, un peu plus ramassé, même si Roger avait un jeu de jambes féerique, mais c'était vraiment un danseur étoile, Roger Federer. Lui, c'est beaucoup plus agressif, animal, ça colle au bitume, Carlos Alcaraz. Et surtout, je me faisais la réflexion pendant cette finale, je me disais, mais ce gars-là, il est capable d'exécuter des coups que la plupart des joueurs osent à peine imaginer. C'est ça qui est dingue. C'est qu'en plus, il est capable de produire ces coups-là dans des moments de tension, dans des moments de dramaturgie très élevés, très élevés. Une immense palette domestiquée, on l'a senti là sur ce tournoi, mais en fait, ça fait des semaines et des semaines. Et le niveau, à un moment donné, il était presque comique, quoi. On était dans du Tex Avery, c'était assez hallucinant. Ce qui m'a sidéré sur cette finale, c'est à quel point il a commencé pied au plancher. C'est pas la première fois sur ce tournoi. On se souvient de ce match aussi contre les HK, où dans le 3e, il était frustré, il voulait impérativement terminer au plus vite. Là, on a senti, en fait, il était carré. Il était droit dans ses bottes. Même quand il fait un mauvais jeu et il se fait breaker dans le 2e, on le sent pas flotter, fluctuer, comme à Roland-Garros ou à Wimbledon. Non, il est resté bien compact. Il n'y a pas de décrochage manifeste. Et ça, franchement, c'est super impressionnant. Je trouve aussi qu'il est galvanisé par Sinner. Je pense aussi qu'il était galvanisé par cette quête, cette chasse de la place de numéro 1 mondial. Il l'avait verbalisé déjà il y a quelques semaines. Il sera numéro 1 mondial. Retour à cette place-là ce lundi. Et globalement, moi, je l'ai trouvé super inspiré sur ce tournoi. C'est peut-être le meilleur tournoi du début à la fin en Grand Chelem qu'il ait livré depuis le début de sa carrière, sauf contre Novak. Justement, cette demi-finale, là, elle était un peu troublante parce qu'on a senti une nervosité, on a senti les fantômes qui le hantaient de ses matchs passés à l'Open d'Australie. Je pense aussi surtout aux Jeux Olympiques et à Cincinnati. On sentait qu'il avait besoin de briser quelque chose sur ce match et là, il s'est libéré. Il a passé l'obstacle relativement aisément sur un Novak qui a fait malheureusement ses 38 ans, mais surtout physiquement, quoi. Physiquement, sur ce tournoi. Il est à 8 finales de suite. C'était son 67e match de la saison, déjà. On est tout début septembre. Et pourtant, le gars, il volait sur le court. Il griffait le court. Alors que Sinner en face, on va en parler de Yannick, c'était très compliqué. Il s'est fait désosser, il s'est fait prendre par l'impact de Carlos Alcaraz au retour de service. Il n'a pas assez bien servi aussi, Sinner, bien sûr. Pas de frustration, donc je le disais, sur ces très rares décrochages. Il est dans une phase extraordinaire de sa carrière. Alors, il perd Wimbledon parce qu'il tombe sur un super Sinner, et justement, il sert moins bien dans le 2e, dans le 3e, dans le 4e, mais à part ça, il est dans une phase, peut-être la meilleure de sa carrière. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On peut penser à son explosion en 22, à des passages aussi en 23, mais là, je trouve qu'on a trouvé une version de Carlos Alcaraz où il a conservé sa magie, et en même temps, on a une forme de maturité qui est en train de s'exprimer, et le truc qui est ouf, c'est qu'il a seulement 22 ans. 22 ans, 6 grands chelems, je trouve ça juste génial. Alors je le répète, il a gagné les 7 des 8 derniers matchs contre Yannick Sinner. Il a vraiment les clés de ce match-up, il a les clés dans le jeu, il a les clés dans son niveau max,
il a les clés dans la tactique, on va en parler, et il a les clés au niveau du physique. Ça, on l'a vu à Roland-Garros, même si ça va très très loin et que Jannik Sinner arrive à résister de façon assez remarquable dans la 5e manche. Donc il a réponse à tout, et il a réponse à Jannik Sinner, qui est le 2e homme de cette finale. Ah, décevant, hein, décevant. Je pense que si vous êtes fanatique de Jannik, ou si simplement vous espériez une finale, pas forcément à la hauteur de ce qu'on a vécu à Roland-Garros, mais une excellente finale, bah c'était pas forcément le cas. On a eu une finale presque à sens unique, sauf dans le 2e set. Il a été surclassé ce soir, je l'ai trouvé même impuissant et nerveux. On l'a vu beaucoup parler avec Darren Cahill, avec son clan, avec Vagnozzi, et demander des solutions. Voilà, quand on dit que Carlos Alcaraz, c'est un gars qui est téléguidé par Juan Carlos Ferrero, j'ai trouvé qu'il y a eu pas mal de coaching du côté de Sinner, là pareil, sur cette finale. Il n'a pas assez bien servi pour exister face à Carlitos. Ça, on en a parlé il y a quelques instants. Il s'est fait écrabouiller derrière sa première dans des proportions délirantes à ce niveau-là. En finale de Grand Chelem, je sais même pas, il est à combien? J'avais regardé, il doit être à 65 derrière sa première. 65%, c'est pas assez, c'est terrible. Et Jannik, c'est un joueur qui est toujours aussi difficile à lire. Qu'est-ce qu'il avait ce soir? Est-ce qu'il était diminué? Est-ce qu'il était vraiment à 100%? On sait qu'il avait été gêné au niveau des abdos là en demi-finale. Et j'ai l'impression avec ce gars que parfois il souffre sur le court, mais entre les points, notamment sa hanche aussi l'année dernière, mais pendant les points, tu le vois pas trop. Il est vraiment insondable, hein, ce gars-là. Il est très très particulier, mais j'ai quand même du mal à croire qu'il était à 100%. Mais voilà, il s'est fait sauter à la gorge, il s'est fait détricoter son jeu aussi par Carlos Alcaraz, qui a toute la palette tennistique, toutes les armes pour pouvoir rompre le rythme, le flow de cette machine-là. Alors il a eu une bonne phase, Jannik, il résiste bien à la balle de break là au tout début du 2e, il a 25-30 minutes vertueuses, je trouve, dans le milieu de la 2e manche, mais on sentait que les clés du match n'était pas dans sa poche, n'était pas du tout à son avantage. Il a lutté, il a galéré du début à la fin. Allez, on rentre dans le détail de cette finale maintenant avec quelques palettes minutieusement choisies pour vous. Et on commence avec le break d'entrée de Carlos Alcaraz. Ici, c'est un coup qui m'a sidéré, c'est une transition en coup droit. Et là, on voit à quel point il est mordant à un niveau. Et Sinner, en face, il est flottant. Là, vous le voyez, il est sur la baseline. On a Alcaraz qui est à 6 mètres de ligne de fond. Il va réussir à transitionner, il va réussir à inverser l'échange. Alcaraz qui va utiliser l'intégralité de sa palette sur ce match. Alors, ça paraît simple quand on le regarde. Ça paraissait aussi simple quand on regardait Roger Federer. Mais non, c'est très très compliqué. Quel coup choisir à quel moment? L'identification de la shot selection, elle a été invraisemblable sur ce match. Ici, le slice, alors le slice a fait très très mal dans la diagonale revers. On se posait la question justement en amont de cette rencontre. On a essayé de déterminer qu'est-ce qui va se passer sur cette diagonale revers. Eh bien, pas mal de slice, en fait des setups pour pouvoir permettre ensuite à Carlos Alcaraz de se décaler sur son coup droit et d'enclencher sur le coup droit de Jannik Sinner, ou ici tout simplement extraire une faute directe. On a vu Alcaraz beaucoup cibler le coup droit de Jannik Sinner à l'échange, et pas simplement avec des coups au niveau de la hanche. Ça, il savait que si tu insistes trop avec Sinner à le nourrir de rallye au niveau de la hanche, tu vas te faire démonter. Non, non, il a beaucoup alterné les volumes. Ici, on va avoir quasiment une moonball. C'est très intéressant, hein, des slices, des volumes très hauts, ne pas donner la même consistance à Sinner. Alcaraz qui va perdre simplement 3 points derrière son service sur le premier set, donc évidemment impossible de se faire breaker dans ces conditions. Et même, hein, il a fait joujou avec Sinner. Je pense que c'est un des meilleurs sets de la carrière d'Alcaraz. Là, ce premier set, si vous le revoyez, vous hallucinez, c'est pas possible. Là, donc, il feinte une amortie, il rallonge derrière, à la Roger. Alors, j'ai noté sur le titre de cette palette, il lui fait l'amour avec des bisous dans le cou, et je pense que c'est ça, avec cette volée ici. Alors, il est raide comme un piquet, c'est que du talent, hein, c'est que du toucher. Il arrive à aller toucher une petite zone ici. Il y avait Stefan Edberg dans le public, et je crois que même lui s'est dit, elle est pas mal celle-là. Allez, on va avoir un moment clé ici, on est au tout début de la deuxième manche, balle de break pour Carlos Alcaraz, Jannik Sinner qui est simplement à 33% derrière sa seconde sur le premier set, qui est concassède, et là il va prendre un gros risque, il va envoyer une deuxième balle à 172 km/h sur le tee, et on voit, hein, il serre le point ensuite, il sait que c'est super important, il faut tenir, il faut résister à la vague, car il sait pertinemment qu'Alcaraz peut donner un tout petit peu, et c'est ce qui va se passer dans ce quatrième jeu de la deuxième manche, 2 fautes directes de la part de
Carlitos qui avait limité à la portion congrue ses fautes directes dans la première manche. Et je trouve aussi que Sinner, il a essayé d'aller au filet, il a essayé de provoquer sa chance, il a essayé de suivre dès qu'il le pouvait. Ici, magnifique demi-volée. Ensuite, il va réussir à terminer le boulot et breaker dans cette position. À 4-2, alors que Sinner a le vent en poupe, on voit qu'il est encore obligé de prendre ce que j'appellerais une prise de risque contrôlée. C'est encore une deuxième balle aux alentours de 170 km/h. Là, cette fois-ci, elle est extérieure, elle est sur la ligne, alors que Alcaraz lui met une pression de zinzin. Et physiquement, je trouve que c'est un temps fort pour l'Italien, notamment ici, avec Alcaraz qui tente encore d'utiliser l'essentiel de sa palette technique. Une petite amortie bien vénéneuse dans cette position. Et là, la course, je pense, du set pour aller anticiper ça, pour aller intercepter cette balle et verrouiller ce deuxième set. Et on se retrouve au début de la troisième manche et bis repetita, Sinner qui est en grand danger, qui va se faire breaker d'ailleurs sur ce jeu avec Alcaraz qui nous fait des retours à la relance. Il a été magistral sur ce match et qui réimpose sa pression, qui essaye d'asphyxier en permanence Sinner. Une pression qui se lie sur certaines fautes directes de Sinner. Ici par exemple, on est sur un +1 penalty. Et là, en fait, il voit que Alcaraz, il est partout, il est sur toutes les balles, il chasse absolument toutes les balles. Donc, il va un petit peu trop proche de la ligne. Et en fait, elle va dans le couloir, break. Et c'est à ce moment-là que la moutarde commence à lui monter au nez, que il voit bien que Alcaraz est reparti sur sa marche en avant. Et regardez ce geste de frustration inhabituel du côté de Sinner qui va jeter sa raquette après un retour dans ses standards plutôt simples qu'il va rater. Double break même quelques minutes plus tard avec un Sinner qui va encore une fois s'empaler sur une stratégie qui aura remarquablement bien fonctionné, le slice dans la grande diagonale du revers. Ici, on voit Sinner qui est pas précis sur son footwork et qui du coup va avoir ce coup droit qui s'échappe dans le couloir. On avance, on se retrouve au début de la quatrième manche et l'Italien encore en apnée sur ce premier jeu. On voit, il essaie de s'encourager, il essaie de se galvaniser, il va chercher le public. Ici, on est sur un +1. Alors là, vous le voyez, il soulève ses petits pieds, il se dit « Oh mince, non, elle est trop large ». Non, elle atterrit juste avant la ligne et ça va réussir à déborder Alcaraz. Yannick Sinner qui va jeter toutes ses forces dans la bataille pour résister aux assauts de Carlitos et je savais pas qu'il était capable de réaliser ce type de volée magnifique, volée rétro, limite externe comme ça, et derrière Alcaraz il sera dessus, il va réussir dans un deuxième temps à terminer ça, il est en mode survie. Mais Alcaraz qui va reprendre sa marche en avant, Alcaraz qui va continuer à livrer une série de points tous plus spectaculaires les uns que les autres. Là on était avec la team Curry, et même Steph Curry, il était devant ça et il s'est dit bon, c'est trop là, alors que généralement c'est plutôt nous devant ces 3 points depuis le parking où on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Mais Sinner qui va craquer définitivement, qui va se faire breaker dans ce 5e jeu de la 4e manche avec une double faute inhabituelle à 30A pour le mastermind, pourtant tellement clutch. Yannick Sinner sur son service habituellement sur ces 2 dernières saisons, et là un coup droit qui s'échappe parce qu'il veut trop en mettre, parce qu'il sent bien qu'Alcaraz couvre tout. Et le dernier jeu a vu surgir les fantômes de Roland Garros, 2 balles de titre sauvées pour Sinner qui s'est marré d'ailleurs à un instant. Alcaraz aussi s'est amusé et là il va repartir au combat, il va réussir à envoyer un gros revers avec beaucoup d'intensité, beaucoup de conviction sur ce 40A et fermer la boutique. Allez, on se termine par le mot de la fin, il va être très court, merci à vous, merci d'être toujours plus nombreux à me suivre. Vous êtes plus de 50 000 à vous être abonnés à cette chaîne, là on a passé ce cap sur le tournoi, je suis très ému. En même temps, c'est le genre de truc, je vais être honnête, on regarde ce chiffre-là, il nous fait plaisir pendant 20 secondes et puis on est déjà en train de se projeter sur la suite. Mais les messages que j'ai reçus, vous avez été incroyables sur Insta, aussi dans l'espace commentaire, là, sur mon post sur YouTube. Franchement, vous êtes incroyables. Vous voyez aussi ce qui est fait, ce qui est livré sur ces vidéos. Et je pense aussi la relation qu'on a nouée. Je sais que c'est une relation parasociale, je crois qu'on appelle ça. C'est une relation unilatérale. Mais voilà, moi je suis très content, je suis très fier de ce qui a été réalisé sur la chaîne et aussi d'avoir réussi à constituer. J'ai l'impression qu'on est une équipe, une communauté avec certaines personnes un peu trouble-faites, d'autres un peu plus sensibles, d'autres un peu plus rentre dedans. Voilà, on a réussi à créer quelque chose de fort, je trouve, et je pense que ce n'est que le début, comme pour Carlos Alcaraz, comme pour Yannick Sinner, comme pour cette rivalité qui est magnifique, même si effectivement les deux à 100% ensemble, c'est difficile. Le match-up, il induit forcément des décrochages parce que quand l'un passe dessus, il passe franchement au-dessus et les mecs jouent de toute façon à une intensité qui est tellement folle que c'est très très difficile à tenir. Et c'est tout, c'est fini.
N'hésitez pas à claquer votre meilleur pouce, à vous abonner aussi pour ne rien manquer des petites vidéos hors série que je vais sortir après une petite pause bien méritée. C'était l'US Open 2025 sur Service Volé. Un immense merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. En t'abonnant, tu soutiens activement Service Volé, tu sécurises ton flux, tu débloques le contenu de plus de 40 plateformes de streaming différentes et tu es satisfait ou remboursé pendant 45 jours.